Bonjour, donc aujourd'hui on va se concentrer sur une maladie qui est très présente au Canada et surtout dans le sud du Québec qui est la maladie de Lyme. Donc cette maladie elle est causée par une bactérie, ça aussi c'est un petit peu différent du reste du cours où on traite essentiellement de virus. Et cette bactérie, c'est une, bactérie de type spirochète. Donc ça en fond, ça désigne, essentiellement la forme de la bactérie. Vous voyez que ça a une forme très hélicoïdale. Le nom de la bactérie, c'est Borrelia, burgdorferi et c'est pour cette raison que la maladie s'appelle, également borréliose. Cette forme hélicoïdale permet à cette bactérie de se déplacer très efficacement dans les personnes qui sont infectées. Et ça va être pertinent au niveau des symptômes. Vous allez voir, ça va résulter en un assez grand nombre d'organes qui peuvent être infectés. Hem et c'est quelque chose d'ailleurs que cette bactérie partage avec une autre bactérie, celle qui cause la syphilis, qui, elle aussi a cette même forme hélicoïdale et se déplace également efficacement et puis infecte, de multiples organes. C'est une bactérie dont le réservoir principal, est en fait des petits rongeurs de type mulot et elle est transmise, aux humains, comme je pense vous le savez tous, par un vecteur. Alors ce vecteur, c'est pas un moustique comme dans le cas, de dengue ou de Zika ou de la malaria, c'est, une tique. Et il y a plusieurs espèces de tiques dans le monde qui peuvent transmettre cette maladie. En Amérique du Nord, il y en a vraiment un seul type qui est Ixodes scapularis. Et heu, communément, on appelle ces tiques les tiques à pattes noires, OK? Donc ça les distingue de ces autres tiques sur la droite qui effectivement ont les pattes moins foncées et qui sont, moins, dangereuses. Donc ça, c'est un petit truc pour vous, heu, vous permettre de si vous vous faites piquer par une tique dans un bois, bah, vous pourrez reconnaître, le niveau heu, de potentiel d'attraper cette maladie. Alors, heu, ce que beaucoup de gens pensent à tort, c'est que la maladie de Lyme est causée également par des cerfs ou, des chevreuils en Europe. Ces cerfs, en fait, ne constituent pas un réservoir pour la bactérie elle-même. Cependant, les tiques, infectent beaucoup les cerfs, d'accord? Et donc dans les endroits où il y a beaucoup de cerfs, il y a également beaucoup de tiques. Il y a une corrélation, entre les 2. Et c'est vraiment la seule raison pour laquelle, au final, il y a une corrélation entre le nombre de cerfs dans une région et puis, le nombre de cas de Lyme dans cette même région, pardon. Alors au niveau du cycle de vie pour la bactérie et pour le vecteur également, en fait, c'est un vecteur qui passe par plusieurs étapes de développement. On a des œufs, on a des larves, on a un stade qui s'appelle la nymphe et puis on a la forme adulte de la tique et la bactérie va infecter essentiellement la forme nymphe qui est, heu, cette bactérie va être très présente donc dans les souris hem, qui sont ciblées par les tiques, qu'elles soient sous forme de nymphe ou sous forme de larve.
Donc, les humains sont un hôte accidentel parce que quand les humains sont infectés, la bactérie ne va pas se rendre plus loin, dans le sens qu'on ne va pas transmettre nous-mêmes la bactérie à d'autres gens. On n'est pas les seuls hôtes accidentels. Il y a plusieurs espèces animales, des mammifères, mais également des oiseaux qui peuvent être infectés euh, par, euh, par la bactérie suite à une morsure de tique infectée et que, dans le fond, la bactérie ne va pas ensuite infecter d'autres individus. Donc, il y a plusieurs hôtes accidentels, incluant l'humain. C'est le ver, pardon, pas le ver, la tique adulte qui infecte les cerfs. Donc, quels sont, d'une façon un petit peu résumée, les symptômes de la maladie de Lyme? Donc, encore une fois, je dis que c'est sous forme résumée parce que, vous le savez, je l'ai déjà dit, je ne suis pas médecin, donc ce n'est pas mon travail de vous aider à diagnostiquer de telles maladies. Okay? Mais évidemment, ça n'empêche pas de se pencher sur ces symptômes, d'autant que c'est souvent pertinent pour d'autres aspects de la maladie, tels que par exemple le diagnostic. Également la pathogénèse, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ces microbes rendent malade. Donc, lorsqu'on est infecté par la bactérie suite à une morsure de tique, le premier signe qui est également le plus spécifique, c'est ce qu'on appelle un érythème migrant. Érythème migrant parce qu'on a une éruption cutanée qui va évoluer, qui va en l'occurrence grossir et dont la couleur va varier avec le temps. Cet érythème migrant, il se produit au site de la piqûre. Donc ici, on a un exemple. Je pense qu'ici, ce qu'on voit au milieu, c'est le site de la coupure. Et puis, au départ, il y a eu une rougeur et l'érythème va tendance à s'étendre. Puis, dans ce cas-ci, former une sorte d'aréole avec tout l'intérieur ici qui se décolorise, donc qui reprend une couleur à peu près normale, un petit peu plus rouge que la normale, là, mais disons moins colorée que la périphérie. Ce n'est pas toujours exactement cette présentation. On a par exemple ici une large zone rouge entourée d'une aréole qui semble plus décolorée. Donc, il peut y avoir plus d'une présentation différente. D'ailleurs, parfois, on a simplement une zone rouge sans décoloration. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que dans à peu près tous les cas, encore une fois, ça évolue avec le temps, ça grossit avec le temps. Environ 2 semaines plus tard, cet érythème va disparaître et à la place, on va avoir des symptômes qu'on appelle pseudo-grippaux. Donc ça peut inclure de la fièvre, des malaises, de la fatigue, des douleurs au cerveau, des douleurs musculaires. Et donc vous comprenez pourquoi on appelle ça pseudo-grippal, parce qu'évidemment, ce sont tous des symptômes que l'on rencontre lorsqu'on est infecté par le virus de la grippe. Et d'ailleurs, des symptômes que l'on retrouve malheureusement dans beaucoup d'autres maladies et qui contribuent à ce que beaucoup d'infections soient mal diagnostiquées. Donc, tout ça se passe dans les premières semaines de l'infection, disons, pour faire simple, le premier mois. Et c'est dans ces premières semaines qu'il est important de commencer le traitement. Si le traitement n'est pas commencé, dans une partie des cas, la maladie va évoluer vers des symptômes qu'on appelle tardifs, d'accord? On les appelle également post-traitement, pas pour indiquer qu'ils se produisent après un traitement, mais plutôt pour indiquer qu'ils se produisent après la période où il aurait fallu traiter. Et
Les traitements d'ailleurs vont être différents, peuvent être différents dans la phase tardive. Donc, on va avoir des douleurs migratoires dans la phase tardive et ces douleurs, vous comprenez la signification de migratoire, ça veut dire qu'elles vont se déplacer entre guillemets, d'accord? Donc, là encore, ça va évoluer avec le temps et elles vont pouvoir affecter les articulations, les tendons, les os, les muscles. Il y a une possibilité de symptômes cardiaques. Et ces symptômes, ils sont associés à une présence de la bactérie dans les voies sanguines et dans les voies lymphatiques. Donc, la bactérie, au final, peut être présente au niveau du cœur et peut endommager également des vaisseaux sanguins. Et l'ensemble de tout ça va entraîner des irrégularités dans les battements cardiaques. Et c'est l'infection au cœur qui entraîne le décès lorsqu'il y a décès. Heureusement, le décès se produit seulement chez une petite minorité des patients, mais il n'est pas impossible. Il y a assez souvent des symptômes neurologiques qui sont de différentes sortes. Alors, ça peut inclure de la paralysie faciale. Ça, souvent, ça se produit au bout d'un temps assez long. Ça fait vraiment partie de la maladie chronique. Il peut y avoir des méningites, des encéphalites. Donc ça, c'est deux formes différentes d'inflammation au niveau du système nerveux central. Okay? Méningite, c'est la tunique du système nerveux central qui sont inflammés, alors que l'encéphalite, c'est le cerveau lui-même. Il peut y avoir des maux de tête qui vont être sévères, okay? Plus sévères que dans la phase précoce. Également, il peut y avoir des pertes de mémoire, des difficultés à fonctionner au travail, par exemple, et à nouveau des vertiges, c'est-à-dire ce que j'appelais malaise plutôt. Okay? Il y a également possibilité d'arthrite chronique et qui peut durer pendant plusieurs années. Et l'arthrite, donc, des douleurs au niveau des articulations qui sont accompagnées d'inflammation de ces articulations. Et ça va toucher le plus souvent les genoux, les chevilles, les coudes et les poignets. Donc, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de la maladie de Lyme? Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le signe le plus spécifique, c'est l'érythème migrant. Donc, il est tellement spécifique qu'à lui seul, le plus souvent, il suffit au diagnostic, surtout lorsque c'est couplé à un contexte clinique où j'ai indiqué occupationnel. Donc, occupationnel, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup dans les bois, okay? Qui fait beaucoup de randonnées, qui est bûcheron, okay? Évidemment, il y a aussi le contexte, l'historique, c'est-à-dire est-ce que la personne a observé qu'elle s'était fait piquer par une tique? Ben, évidemment, ça apporte une preuve supplémentaire pour ce diagnostic. Cela dit, si la personne n'a pas mémoire de s'être fait piquer par une tique, on ne peut pas pour autant exclure la maladie de Lyme parce que la morsure de la tique n'est pas douloureuse et souvent les gens ne se rendent pas compte, d'accord? Et parfois, surtout si c'est dans un endroit caché, ok, la tique peut rester attachée pendant même plusieurs jours avant de se détacher par elle-même. Donc, il y a des tests immunologiques qui existent, donc des variantes du test d'ELISA. Et dans ces tests, on cherche à détecter non pas des antigènes de la bactérie elle-même, mais des anticorps dirigés contre les antigènes de la bactérie. Donc, on cherche des anticorps spécifiques. On peut faire ça à partir de prélèvements de sang. C'est également fréquemment fait à partir de prélèvements de liquide synovial. Okay, donc là, on opère une ponction lombaire. Ça, c'est l'opération dans laquelle on va utiliser une seringue avec une grosse aiguille qui fait peur pour avoir accès au liquide
j'ai écrit, pardon, synovial, c'est une erreur. Ici, c'était le liquide céphalorachidien, ok, qui se trouve dans la colonne vertébrale. D'accord? Et quand est-ce qu'on fait ça, la détection d'anticorps contre la bactérie donc dans le système nerveux central, finalement, et bien justement quand il y a des symptômes neurologiques. Parce que là, l'hypothèse, c'est que la bactérie est présente dans le système nerveux central et donc entraîne la production locale d'anticorps spécifiques. Il y a également des tests PCR qui existent, cette fois-ci pour détecter directement la bactérie, c'est-à-dire détecter le génome de la bactérie. On peut faire ça à nouveau à partir du sang ou bien à partir donc du liquide céphalorachidien et non pas le liquide synovial. Okay. Et ces tests PCR, cela dit, sont présentement relativement peu utilisés. On leur reproche des problèmes de spécificité, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu trop de faux positifs parce que il y a d'autres bactéries voisines qui ne causent pas la maladie de Lyme, mais qui peuvent provoquer un test positif. Une autre chose qu'on reproche au test PCR, c'est que l'ADN de la bactérie va persister chez les personnes qui ont été infectées pendant un certain temps, même après que la bactérie ait été complètement détruite, que ce soit par des traitements antibiotiques ou que ce soit par la réponse immunitaire ou les deux. Et donc, on ne peut pas vraiment distinguer entre une infection active et puis une infection plus ancienne qui n'est plus d'actualité. Cela dit, je peux vous dire que ce serait sûrement très utile d'avoir un test PCR efficace pour le diagnostic de cette maladie. Donc, en toute logique, je m'attendrai à ce qu'on se dirige dans cette direction. Au niveau des traitements, ça va être essentiellement les antibiotiques. Okay? Mais ces antibiotiques, ils doivent être donnés dans les phases précoces, vraiment dans les premières semaines de l'infection et puis le plus tôt possible. Donc, il y a plusieurs antibiotiques qui ont été démontrés comme fonctionnant bien pour ce traitement, tétracycline, doxycycline, céphalosporine. En cas de symptômes neurologiques et de soupçons qu'il y ait donc infection du système nerveux central par la bactérie, eh bien, on va souvent faire un traitement avec un autre antibiotique, le ceftriaxone, qu'on va faire par injection. Pourquoi? Parce que c'est un traitement qui est connu pour favoriser l'accumulation de l'antibiotique dans le système nerveux central. Également, lorsque les patients ont des symptômes cardiaques, il y en a une partie qui vont nécessiter un stimulateur cardiaque, c'est-à-dire un pacemaker. Au niveau de la prévention contre cette maladie, ben, et je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'est que c'est important de vérifier si on a été mordu par une tique, surtout si on va faire, par exemple, de la randonnée dans une région où la prévalence de cette maladie est élevée. Donc ça inclut le sud du Québec, tel que l'Estrie, également tous les États du nord-est des États-Unis, okay? Vermont, etc. Mais la tique, il ne faut pas l'enlever n'importe comment. Il ne faut pas l'attraper par la partie la plus grosse du corps. Il faut l'attraper par la tête. Alors évidemment, la tique, elle est très petite. Okay? Elle a la taille d'une tête d'épingle environ. Alors, pour enlever une tique, il faut soit utiliser une pince. Okay? Aussi, je peux vous donner un autre petit truc. Si vous vous trouvez dans la nature, évidemment, vous n'aurez sûrement pas amené de pince avec vous. Écoutez, moi-même, je fais beaucoup de randonnées, même si j'enseigne la maladie de Lyme depuis plusieurs années, je n'ai jamais amené de pince avec moi en randonnée. Ce que vous pouvez faire, c'est détacher un fil d'un de vos vêtements.
et avec le fil, vous entourez la tique, vous faites un nœud jusqu'à emprisonner sa tête, puis vous tirez d'un coup sec sur le fil pour arracher la tique. Évidemment, vous aurez moins de chances de vous faire mordre par une tique si vous portez des bottes, des bonnes bottes de randonnée et des pantalons longs. Okay. Les tiques se trouvent, les tiques ne sautent pas et elles ne tombent pas des arbres non plus. Elles se trouvent généralement dans les herbes. Et puis, quand vous frottez contre cette herbe, dans le fond, elle va juste s'accrocher à vous au passage. J'ai vu passer, je ne sais pas à quel point je devrais recommander ça, je ne l'ai jamais essayé moi-même, mais j'ai vu passer une petite information sur des gens qui utilisent un système de papier collant sur leurs chevilles. Okay? Donc, quand ils vont dans la nature, autour, ils portent un pantalon, puis autour de leur cheville, ils mettent du papier collant, mais à l'envers, de façon à ce que la face collante soit vers l'extérieur. Okay? Ils font 2 tours avec ça pour que ça reste sur le pantalon. Et écoutez, en tout cas, j'ai vu des photos de papier collant qui avaient effectivement attrapé des tiques. Okay? Donc, si je prends pour acquis que c'était une vraie information et pas quelque chose de truqué, c'est pourquoi pas, c'est quelque chose qui pourrait marcher. Aussi, je signale qu'il y a des vaccins en développement. Il n'y a pas encore de vaccin approuvé, mais il y en a qui sont en développement. Donc, on en vient maintenant à l'aspect maladie émergente de la maladie de Lyme, puisqu'évidemment, puisque la maladie est présente dans ce cours, il faut qu'il y ait un côté émergent. Donc, maladie de Lyme, c'est une maladie qui était méconnue. En fait, les premiers cas ont été découverts dans les années 1970. Okay? Donc, c'est quand même assez récent comme maladie infectieuse. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, ça a été caractérisé dans les années 1970. Et c'est une maladie qui est à déclaration obligatoire depuis 2003. Ça veut dire que si un médecin a un cas de Lyme, ils sont en théorie obligés de remplir un formulaire qu'ils doivent transmettre à Santé Canada, je présume. Okay? Donc, l'Agence de santé publique du Canada. Et ça a permis de suivre l'incidence de cette maladie. Et ce qu'on voit, c'est une explosion du nombre de cas de Lyme. Okay? Une augmentation très importante, avec peut-être une petite stabilisation en cours. Et on est autour de plusieurs centaines de cas par année. Ça, c'est seulement pour le Québec. Okay? C'est sans compter les cas dans le sud de l'Ontario. Eux aussi, ils ont beaucoup de cas, le Nouveau-Brunswick, etc. À noter que dans l'ouest du Canada, il y a beaucoup moins de cas. Et la raison pour ça, c'est que les tiques ont tendance à se nourrir sur d'autres animaux que les petits rongeurs. Par exemple, ils se nourrissent de lézards. Et les lézards sont pas une hôte pour la bactérie. Il y a eu une telle augmentation dans le sud du Québec que ça a fait l'objet d'alertes sur ProMedMail. Donc ça, c'est le système de surveillance de maladies émergentes dont je vous avais parlé dans le module 2. Donc, si vous allez sur ProMedMail, comme je l'ai fait moi-même la nuit passée, et que vous écrivez Lyme Canada, vous allez trouver plusieurs publications, dont la plus récente date de 2022 et qui concerne une augmentation du nombre de cas de Lyme et également une augmentation du nombre de tiques qui sont découvertes comme étant infectées par la bactérie causant la maladie de Lyme. Okay? Parce qu'évidemment, il y a des gens, incluant des compagnies qui travaillent pour la santé publique, d'accord, qui opèrent une surveillance des tiques pour qu'on ait une idée de la prévalence de la bactérie chez le vecteur. Donc, qu'est-ce qui explique cette augmentation
très importante de la maladie de Lyme. Une explication possible, c'est une augmentation du vecteur lui-même, donc des tiques, qui est liée à une augmentation de la population en cerf. Ça, en passant, ça aboutit à ce qu'il y ait des opérations d'élimination, de réduction de la population de cerfs dans certaines villes d'Estrie. On a vu ce genre de choses dans l'actualité. Il y a un rôle possible des changements climatiques. Là encore, j'en ai parlé un petit peu dans les premiers modules du cours. Cela dit, c'est peu probable que même si les changements climatiques sont réels, ils ne se produisent pas à une vitesse qui pourrait expliquer une telle augmentation. Mais c'est certain qu'ils peuvent contribuer donc via l'augmentation de la population en hôtes tels que les rongeurs puis en cerfs, pour qui, dans le fond, certaines régions du Québec sont maintenant plus hospitalières comparées à ce que ça pouvait être il y a une centaine d'années. En passant, la Mauricie, donc où se trouve mon université, c'est une région également où il y a des cas de Lyme, même s'il n'y en a pas autant qu'en Estrie. Et là aussi, les cas augmentent avec les années. Mais une autre explication existe qui est, soyons réalistes également, très probable, je dirais même assez évidente, c'est que au fil des années, il y a une meilleure conscientisation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la plupart des gens aujourd'hui connaissent le signe principal de l'infection à la maladie de Lyme, qui est cette éruption cutanée évolutive, d'accord? Et évidemment, si les gens ont quelque chose comme ça, surtout s'ils ont vu qu'ils se sont fait morts par une tique, ben évidemment, ils vont aller consulter parce qu'ils savent que la maladie de Lyme peut être très pénible au niveau de la qualité de vie. Il y a également une meilleure conscientisation au niveau des médecins eux-mêmes. Les médecins aujourd'hui sont beaucoup plus aptes à diagnostiquer correctement une infection par cette bactérie versus il y a ce qu'on avait il y a 10 ou 15 ans où il y avait seulement quelques médecins dans la province du Québec qui étaient capables de faire ces diagnostics. Et puis, les patients devaient aller voir ces médecins et pas les autres. Donc, ça a beaucoup évolué au niveau de la compétence des médecins à faire ces diagnostics. Et puis, les tests de diagnostic eux-mêmes sont également ont augmenté en qualité, permettant d'avoir davantage, ou disons plutôt d'avoir moins de faux négatifs. Donc, ils ont augmenté en sensibilité. Alors, pour terminer, je vous laisse quelques ressources qui, pour une fois dans ce cours, sont toutes en français. Alors, je ne mettrai, pour le moment, je ne mettrai pas d'articles dans les documents. Je pourrais en mettre dans le futur, mais je vous donne ces liens que vous pourrez consulter si le cœur vous en dit. Il y en a qui de l'INSPQ, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada. Et puis, s'il y en a parmi vous qui avez un intérêt personnel dans cette maladie, peut-être que vous avez été atteint, peut-être que vous avez des membres de votre famille ou des amis qui ont été atteints, eh bien, sachez l'existence d'une fondation canadienne pour la maladie de Lyme qui peut peut-être apporter certaines ressources aux patients, notamment aux patients chroniques. Alors, merci à tous pour votre écoute.